Mesdames, Messieurs, je voudrais organiser ma présentation sous 5 angles. Tout d'abord, vous parler pourquoi le LDI doit être en haut de votre agenda. Lorsque vous sortez de cette réunion-là, vous notez LDI et vous réfléchissez un petit peu les prochains jours et prochaines semaines. Le deuxième sujet, c'est que je voudrais vous donner l'exemple de celui qui a passé plusieurs heures avec des compagnies d'assurance, avec des fonds de pension, avec des fonds souverains, à leur expliquer pourquoi le LDI c'est important. Et qu'il y a eu des retours, oui mais on fait déjà de l'ALM, oui mais on fait très bien notre travail, oui mais ce que vous êtes en train de nous dire, nous le savons. Ensuite, je souhaiterais vous parler de pourquoi nous sommes tous touchés par ce sujet-là. Pourquoi nous sommes tous obligés de commencer à nous poser des questions sur l'évolution de l'épargne, qu'elle soit individuelle, institutionnelle, selon des règles et des obligations. Enfin, je vais conclure sur quelles sont les conséquences. Qu'est-ce qu'une gestion de ce type-là, concrètement, a comme conséquence sur vos bilans? Alors, commençons par le commencement. Alors, moi j'aime bien parler de goal-based investment. Alors, vous allez penser que c'est juste de la terminologie. Mais c'est une terminologie qui est très importante. Nos cerveaux préfèrent, lorsqu'on leur parle de désir, que lorsqu'on leur parle de contrainte. Lorsque vous définissez un objectif, l'objectif, bien entendu, c'est le mandat, le réaliser, et qui se retrouve, en termes de passif, comme une liability. Mais cet objectif, aujourd'hui, est en train d'être sous énormément de révolutions. Les révolutions, c'est quoi? Une transition énergétique, une évolution sociale, une évolution politique, une évolution géopolitique, une évolution industrielle, une révolution technologique. Et je ne suis pas exhaustif et je vais essayer de ne pas l'être et je ne vais pas répéter toute la liste. Et nous allons les appeler les transformations. Ces transformations, pour nous, alors pour vous, pour nous, se concrétisent en un changement, en une rotation des actifs. Il y a des perdants et des gagnants. À chaque révolution industrielle, nous avons eu des perdants et des gagnants. Dans juste après la Seconde Guerre mondiale, il fallait plutôt être dans l'énergie. Aujourd'hui, peut-être pas. Le deuxième sujet, c'est que ces transformations, elles se réalisent dans le temps. Ce sont des négociations. Il y a eu la COP21, il y a eu la COP22, et il y a des discussions. Il y a un certain président américain qui est en train de se reposer la question s'il faut passer et est-ce que le changement climatique est quelque chose d'important. Donc ces transformations et ces négociations créent cette dynamique de changement de bilan, cette dynamique de rotation. Et le problème qui se pose à toutes les banques centrales, c'est de se dire il ne faut pas avoir le hate des exits. C'est quoi hate des exits? C'est on annonce ici qu'il y a le feu, tout le monde va sortir par les 2 ou 3 portes, non, il n'y en a que 2, par les 2 portes qui existent, et par conséquent, il y aura une cohue. Les banques centrales, leur travail, c'est de dire il faut gérer cette transformation. La gérer d'abord parce que c'est la politique qui fait la transformation et parce qu'il ne faut pas qu'on ait un choc et, par définition, une nouvelle crise comme celle de 2008. Mais aujourd'hui, si on venait à avoir une crise comme 2008, elle serait 2-3 fois plus importante. Donc là, le trait avec en majuscule n'est pas une typo, c'est que réellement, les banques centrales ont cette crainte-là. Et par conséquent, elles veulent que le processus de remontée des taux soit le plus lent
possible. Nous sommes déjà à 10 ans, quasiment de ZIRP, et lorsque les banques centrales parlent de remontée des taux, elles parlent de « nous allons le faire d'une façon coordonnée et lente pour ne pas créer de choc ». Enfin, retournons à notre sujet, le Goal-Based Investment ou le LDI. Ce que le LDI vous oblige à faire, lorsque vous commencez à raisonner d'un point de vue uniquement théorique, c'est de dire « je vais avoir une rotation des facteurs de risque ». Ça, c'est les transformations qui le font. Ben, finalement, comment je vais réagir vis-à-vis de ces transformations? Comment mon bilan va réagir? Et là, j'adore cette phrase, c'est que face à une transformation, vous avez deux choix. Soit vous critiquez, soit vous réagissez. Nous avons passé 10 ans, j'ai passé quelques années en tant que chef stratégiste dans un grand fonds alternatif, et on se réunissait tous les vendredis. Et bien entendu, nous pleurions tous en disant de belles choses sur les banques centrales, en disant combien on les aimait. Bien entendu, je vous évite les termes qu'on utilisait entre nous. Et en fin de compte, ça ne sert à rien. Nous sommes des hommes et des femmes pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de se dire « et si ça reste comme ça, comment je dois réagir ?» La présentation de Pierre-Olivier est un exemple typique de comment un fonds, le principal, je ne dirais pas fonds de pension parce que vis-à-vis de votre conseil de surveillance, je ne veux pas avoir de problème. Mais quelque part, on pourrait dire entre nous, puisque ça ne va pas sortir d'ici, c'est un fonds de pension. Comment un fonds de pension a changé de culture? Comment il a changé de mentalité? Et nous sommes aujourd'hui, lorsque j'ai lancé l'activité du LDI chez CACIB il y a 13 ans à peu près, nous étions face à ça. On me disait, mais pourquoi je vais changer? Ben, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que nous avions 10 big banks. Et ces 10 big banks, c'est quoi? Comptablement, l'IFRS vous a dit, il faudrait qu'on soit en full fair value. C'est-à-dire que les options dites embedded, qui n'étaient pas valorisées, on devait, 1, les valoriser, et 2, les mark-to-market. Donc, bien entendu, ça fait de la volatilité dans le résultat, et il faut le justifier face au board. 2, réglementaire. Auparavant, lorsqu'on calculait le capital économique, on prenait des ratios, etc., etc. Maintenant, on vous dit, non, il faut faire un système de prospectif, une simulation Monte-Carlo, et par conséquent, chaque risque commence à avoir un prix. Et par conséquent, on se commence à avoir un coût. Puis, il y a le financier. Nous avons tous entendu parler des ETF et de la gestion passive. Et finalement, est-ce que le gérant actif est capable de générer de la rentabilité, etc., etc. Et lorsque nous sommes face à des révolutions et des transformations, ben finalement, le sujet de l'actif et du passif devient encore plus important. Donc, 3e Big Bang. Le 4e, bien entendu, c'est la transition énergétique. Est-ce qu'on restera sur un système carboné ou pas carboné? Et bien entendu, si vous prenez une vision low carbone, ben finalement, les industries pétrolières take the hit, pour le dire aussi simplement. La technologie. Bien entendu, tout le monde va dire l'IA, c'est la fin de l'humanité. Je ne le pense pas, c'est pour ça que j'ai créé une boîte dans le domaine. Et je pense que si l'IA va faire quelque chose, elle va plutôt nous aider à mieux faire, à faire plus efficacement et à nous faire gagner le temps. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que cette révolution technologique a aussi un impact chez les assureurs, a aussi un impact chez les fonds de pension. Pour une raison simple, c'est que nous sommes capables maintenant de simuler les risques d'une façon précise. C'est au fait on se connaît depuis quelques années. À l'époque, lorsqu'on avait tous les deux moins de cheveux blancs, pas toi, moi, faire tourner une simulation Monte-Carlo sur un bilan à 300 ou 400 milliards, bah, finalement, c'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des gros magmas. Les actions domestiques et internationales, les obligations,
La courbe des taux, c'était du 2, 5 et 10. Au-delà de 10, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, nous avons la capacité de faire des choses plus précises. Et par conséquent, nous, en étant plus précis, on voit plus de risques et on les estime beaucoup plus précisément. Et puis, il y a ce qui n'est pas totalement financier, mais qui est extrêmement important. Est-ce qu'il y aura égalité des salaires hommes et femmes? Oui. Nous l'avons prévu en 2013, ça s'accélère aujourd'hui et c'est la réalité. Critiquer, c'est bien, réagir, c'est mieux. Ça a un effet inflationniste sur les salaires et par conséquent aura un impact sur les entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Bien entendu, la politique, vous avez tous vu comment les médias sociaux ont transformé les élections. Et le géopolitique, finalement, le privilège exorbitant que Valéry Giscard d'Estaing a créé, finalement est en train de partir, puisqu'il y a deux monnaies, qui sont l'euro d'un côté et le renminbi, qui sont en train de prendre poids. Et lorsque vous avez des fonds de réserve qui sont à 70 de Banque Maghreb ou autres banques centrales, qui sont à 70-80% investis en dollars et qui doivent switcher vers de nouvelles devises, finalement, ça crée un mouvement important sur les marchés des capitaux et par conséquent, ça vient toucher nos bilans et nos mandats. Enfin, bien entendu, il y a le sujet qui est dans la tête de tout le monde, c'est que nous avons de nouveaux risques. En 2001, nous avons découvert le risque terrorisme. Maintenant, nous le vivons. Et c'est un risque qui a un impact financier et qui a des conséquences financières. Enfin, pour conclure sur ce point-là, c'est qu'il y a deux éléments. Ces Big Bang, c'est quoi? Pour les institutionnels, c'est regarder leurs risques et éviter de rester avec des risques qui sont mal valorisés ou mal rémunérés. Pour les institutions banques centrales, c'est compresser la volatilité pour que tout ça se passe d'une façon plus ou moins gérable. Alors, better safe than sorry. Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction, ni en français, peut-être en arabe, mais vu qu'il y a des personnes qui ne parlent pas arabe, je vais essayer d'éviter de prendre cette traduction-là. En 2014, en décembre 2014, nous avons prévu que la Banque nationale suisse allait enlever sa parité euro-franc suisse. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que Banque Maghreb va aller vers la flottaison? Bien entendu, je me souviens très bien de la déclaration du gouverneur de Jordan qui, 2 jours avant, a dit « Je vous le jure, croyez-moi, la parité euro-franc suisse restera la même. » 48 heures après, « Too bad, je vous ai menti. » Donc, ce qui se passe, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, c'est que les banques centrales ne peuvent pas tout dire. Quand elles agissent le vendredi pour le lundi. Et à ce moment-là, l'expression « better safe than sorry », c'est que, franchement, vaut mieux estimer qu'est-ce qui peut se passer demain pour pouvoir agir aujourd'hui. Ce que nous avons fait durant les 5 dernières années de recherche et développement, c'est qu'on a construit une intelligence artificielle qui nous aide à comprendre ces sujets-là. Elle a donné un Sharpe ratio qui est au-delà de toute espérance et au-delà de nos espérances. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé quelles étaient la probabilité des risques mal pricés par le marché et où se trouvaient les déclarations des différents intervenants, des différents dirigeants, et nous calculions quelle est la probabilité que cette parité soit abandonnée. Really? How? Alors, là, je voudrais vous donner l'inspiration. L'inspiration vient de Khalil Gibran. Khalil Gibran a écrit un... si vous ne l'avez pas lu, relisez-le. Moi, c'est mon livre de chevet. Il nous raconte une histoire sur la valeur.
un paysan, en travaillant son champ, a trouvé une statue. Il a pris la statue, il l'a emmenée à une personne, à un collectionneur, aux riches du village. Le collectionneur voit la statue, lui donne énormément d'argent. Donc le paysan repart chez lui avec beaucoup d'argent dans sa besace. Et il se dit, il est complètement fou ce collectionneur. Il vient de me donner plusieurs vies d'argent pour quelque chose qui est mort et inerte. En même temps, le collectionneur se disait, quel fou ce paysan. Il a laissé une telle beauté pour de l'argent mort et inerte. Qu'est-ce que dit Khalil Gibran ? Finalement, c'est que la valeur dépend de qui la regarde. Plusieurs années plus tard, Georges Akerlof, le mari de Madame Yellen, pour ceux qui ne le savent pas, prix Nobel 1970, a découvert ce qu'on appelle la symétrie dans le marché des lemons. Les lemons aux États-Unis, c'est les voitures que vous achetez cash, très vite. Et finalement, vu que vous l'achetez cash et très vite et que vous ne voulez pas qu'on vous demande pourquoi vous voulez une voiture, en contrepartie, on vous vend une voiture qui va faire quelques kilomètres et puis elle tombe en rade. Je tiens à vous dire que j'ai déjà expérimenté et ça marche. Donc, ce que disait Akerlof, c'est qu'il y a une asymétrie d'information. Deux personnes ont une asymétrie. Khalil Gibran l'a dit quelques siècles avant. Le sujet, c'est que ce que nous avons prouvé, c'est que l'asymétrie d'information, elle existe dans les marchés financiers. Et cette asymétrie est de plus en plus importante, plus on a de l'information. Parce que plus on a d'informations et plus elle est compliquée à traiter. Et plus on a de l'information et plus il faut être capable de la traiter d'une façon juste, précise et sans sentiment, sans biais cognitif. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait pendant quelques mois, avec très peu de nuits de sommeil. Nous avons construit des modèles qui estiment, à partir de la lecture de ce qu'il y a dans le web, la probabilité implicite dans les marchés financiers d'un risque, et nous le comparons avec la probabilité qui est estimée par les modèles de théorie des jeux de Nash. En quoi cela est important pour notre sujet ? Ce qui est important, c'est que, vous vous souvenez, je vous ai parlé des transformations. Et ces transformations, c'est des négociations. Lorsque vous jouez au poker, vous ne montrez jamais vos cartes. Je sais que dans l'islam, c'est pas le meilleur exemple, mais continuez avec moi dans ce raisonnement. Vu que vous ne montrez pas les cartes, c'est que nous, notre information, l'information que nous obtenons, n'est pas peut-être la bonne information. Et par conséquent, les risques auxquels nous nous exposons, il faudrait qu'on arrive à les diversifier de telle sorte à ce qu'on ne soit pas piégé par le risque ou le biais cognitif. Revenons au JBI. Finalement, quand on a commencé à réfléchir à comment créer un robot advisor, on s'est dit, bon, allez, on a une feuille blanche, allons-y, faisons-nous plaisir, ça fait 20 ans qu'on attend ce moment, qu'est-ce qu'on va trouver de bien ? En fin de compte, on n'a trouvé qu'une seule chose, c'est LGA. Alors on lui a changé de nom, on l'a appelé M1, on a essayé de faire un peu de marketing, mais très clairement, comment nous l'avions défini ? Nous l'avions défini en nous disant, dans 95% des cas, je ne souhaite pas que la perte sur mon portefeuille, à un horizon de temps donné, soit supérieure au moment où ceux qui nous confient leur argent se disent on a confié ça à des tocards et on va se barrer. Ce que disait Pierre-Olivier d'une façon très juste, c'est que finalement, quel est le moment où on se fait virer ? Parce que c'est ça le plus important. Et lorsque vous définissez cette courbe-là, qui est le risque, mathématiquement, ça s'appelle la ruine. C'est beaucoup plus joli que dire virer, mais moi, je préfère dire virer parce que c'est ça parler vrai. Lorsque vous avez défini la ruine, finalement, vous savez à quel moment vous n'avez pas envie d'aller voir votre board en disant « nous avons perdu ça » parce que vous savez très bien comment il va réagir.
Et par conséquent, ça vous oblige à avoir, le connais-toi toi-même, que nous avons cité à plusieurs reprises, et les brillants intervenants qui sont passés avant moi l'ont cité, c'est définir quelle est votre fonction d'utilité, quelle est la façon avec laquelle vous réagissez par rapport au rendement. Et bien entendu, c'est un sujet qui est un sujet interactif. C'est-à-dire que lorsque nous définissons ce genre de modèle, lorsque nous calibrons, il faut être capable d'avoir une vision de quel est le budget, quel est le risque maximal et quelles sont les conditions de marché qui sont données. Alors, nous l'avons finalement, nous sommes en train de déposer un brevet sur la méthode psychologique pour définir cette approche-là, mais ce qui est très simple, c'est que vous avez quasiment 80% dans la présentation qui a été faite aujourd'hui, qui est d'ores et déjà connue. Il n'y a que 20% qu'on a ramené de plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le LDI? Qu'est-ce que le LDI va avoir comme conséquence? J'ai essayé de me positionner dans le marché marocain en disant, eh bien, finalement, ça va nécessiter des investissements à long et des investissements à cash flow. C'est-à-dire de l'infra, de l'immobilier, de la titrerie et de tout ce qui est à cash flow, c'est-à-dire ce qui permet de faire le portefeuille de hedging et au-delà de ça, le booster. Alors, ce qui est sympa, c'est que cette conséquence-là a une conséquence économique qui est extrêmement intéressante. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle va dans le sens de financer l'économie. Elle finance l'économie à deux titres. Le premier, c'est qu'on arrive à financer les investissements, ce qui a été le moteur de la performance et de la croissance chinoise juste après 2001, lorsqu'ils ont rejoint l'OMC, et qui est aujourd'hui l'ambition du gouvernement chinois de continuer cet investissement. Donc, par définition, c'est en train de répondre à la problématique croissance économique. Le deuxième effet qui se coule, c'est que finalement, nous finançons les pépites. Lorsque vous avez une transformation et une révolution, l'important c'est aujourd'hui déterminer le Google de demain. C'est aujourd'hui être dans l'Amazon de demain. Et cette notion-là, c'est que, et d'autant plus importante, qu'aujourd'hui nous sommes dans une course. Et cette course, c'est sur l'innovation et les brevets. Lorsque vous écoutez ce que les Chinois sont en train de faire, c'est qu'ils veulent avoir le maximum de nombre de brevets. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est avec cela qu'ils vont être capables de générer plus de croissance et de plus de prospérité. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce LDI va nous permettre d'aller dans le sens de ce qui a été conclu en COP22, et qui était en train d'être écrit en COP21, c'est que finalement, arriver à une finance vertueuse. Une finance qui, 1, permet de gérer votre mandat, 2, accompagne les révolutions, et 3, permet une croissance économique. Voilà. Je tiens juste à remercier CDG Capital qui me permet de faire aujourd'hui ma première présentation en tant que président et CTO de la FinTech et de m'avoir permis que cette première présentation soit dans ma ville de naissance. Merci.